Tu as bien Merci, été Madame soucieux. Kalboubi. Donc, c'est un plaisir de Puis retrouver il nos y a Fidèle partenaires qui me dérange. inévitables, les pédiatres. Donc, je tiens à remercier d'abord la PILIP de nous avoir confié cette communication. Quand Madame Kalboubi m'a appelé pour participer au congrès, il m'a parlé des accouchements à risque infectieux, suspicion anténatale et prise en charge. C'est un sujet qui est très vague. C'est vrai, on a beaucoup d'infections qui peuvent survenir au cours de la grossesse, que ce soit virale, parasitaire ou bactérienne, qui peuvent parfois mettre en jeu le pronostic vital, fonctionnel, maternel et fœtal. Et parfois, ça nous impose parfois des conduites à tenir ponctuelles. Et 30 minutes n'est pas suffisante pour parler de ça. Et j'ai l'honneur de commenter deux cas cliniques avec professeur Vural qui nous vient d'Istanbul. Donc, on a choisi une situation qui est fréquente, qui est la rupture prématurée des membranes, avant terme et à terme, parce que c'est une situation de pratique courante et qui nous pose énormément de problèmes par rapport, parfois, diagnostic de gravité, bilan thérapeutique, le traitement, le mode d'accouchement. Quand je parle de mode d'accouchement, c'est-à-dire quand et comment, et éventuellement la prise en charge néonatale. Donc, comme vous savez, donc, on sépare toujours la rupture prématurée des membranes avant terme et après terme. C'est la question quand on appelle un pédiatre pour discuter un dossier de rupture. La première question, la gestationnelle. Donc, à terme, généralement, le problème se pose, c'est essentiellement le problème infectieux et éventuellement, quand est-ce qu'il faut accoucher la dame. Le grand problème, c'est quand on est à avant terme et surtout quand on est dans la grande prématurité avant 34 semaines d'aménorrhée. Là, la première chose, c'est vrai, on doit éliminer les urgences obstétricales, comme ça a été dit par docteur Afilel, notamment la prostitance du cordon, l'hématome rétroplacentaire, qui sont une urgence obstétricale. Parfois, on est amené à faire des extractions pour sauvetage fœtal et éventuellement maternel. Mais le grand risque en cas de prolongation de la grossesse, c'est l'infection intra-utérine. Qui n'est pas toujours, on n'a pas toujours ce tableau, c'est-à-dire clair, fièvre, douleur, anomalie du rythme, etc. Parfois, on a une chorioamniotique biologique qui s'installe et on a encore le temps de réfléchir. Je pense que cette situation, la réussite de la prise en charge d'une rupture prématurée passe de façon incontournable de la collaboration obstétricien-pédiatre. Donc, ce n'est pas après l'accouchement, c'est au moment de diagnostic, c'est au moment de l'admission. Hein. Et maintenant, grâce à nos moyens de communication, on peut faire des staffs de façon virtuelle et à chaque fois, on peut partager les avis par rapport à une situation à une autre. Donc, je vais commencer par le premier cas clinique. Là, c'est une primigeste de 19 ans. C'est des cas réels qui ont été pris en charge par des résidents du service. Donc, il est de groupe A résiste négatif. Elle a eu ses ménages à l'âge de 13 ans. Elle a un cycle régulier. Elle n'a jamais utilisé de moyen de contraception. Donc, elle était admise à 33 semaines d'aménorrhée plus 3 jours pour hydrorrhée remontant à 3 heures. L'histoire de sa grossesse est une grossesse contractée spontanément. Malheureusement, il n'a consulté qu'à peu près 16 semaines d'aménorrhée, tout simplement pour qu'on s'intéresse à 16 semaines pour la datation. Notamment quand on a des femmes qui ont des cycles irréguliers, qui étaient sous contraception, qui viennent d'arrêter leur contraception. Parfois, l'ovulation ne se fait pas à temps et on a un problème de datation. Parfois, on a des erreurs allant jusqu'à 2 semaines d'aménorrhée. 2 semaines. Elle a eu 3 consultations, 22, 29 et 33 semaines d'aménorrhée. Il a eu, durant le suivi clinique, morphologique et biologique était sans anomalie. Le prélèvement vaginal n'a pas montré de portage chronique du streptocoque B. La recherche des agglutines irrégulières était négative. Et il a eu, à 29 semaines d'aménorrhée, une injection pour la prévention de la low-immunisation. Donc, à l'admission, il était en bon état général, apéritique, une autorité qui correspond à l'âge. Il n'y avait pas de contraction. Les BCF, on avait un rythme cardiaque à 140 battements par minute et l'inspection vulvo-périnéale était sans anomalie. Déjà, quand on inspecte la région vulvo-périnéale, parfois, on suspecte une infection génitale bassin qui peut nous orienter vers une éventuelle étiologie de la rupture prématurée des membranes. L'examen au spiculum montre un col qui paraissait lent avec issue d'un liquide clair. Donc, l'attitude peut commencer à partir c'est-à-dire du constat de l'aspect des liquides amniotiques, qui est très important. Le plus souvent, on a un liquide amniotique clair. Et on a 2 autres cas qui sont extrêmes. C'est le cas où on a un liquide méconial avec
avec un liquide verdâtre et plein de particules. Donc, vous savez mieux que moi, le syndrome d'inhalation qui peut aggraver la détresse respiratoire en rapport avec la prématurité. Et le cas où on a une infection intra-amniotique avec un liquide qui est purulent et nauséabond. Un cas qui est un petit peu ambigu, c'est quand on a un liquide amniotique teinté fluide. Hein, il n'est pas automatiquement lié à une infection intra-amniotique. Probablement, il y a un problème funiculaire passager, il y a le haut terrain, probablement une souffrance fœtale chronique, un retard de croissance, une pathologie quelconque. Et ça ne veut pas dire qu'un liquide teinté, ça ne veut pas dire que c'est une infection intra-amniotique, et ça ne veut pas dire que c'est une infection. On ne peut pas prendre parfois. On fait des césariennes de plus parce que le liquide amniotique est teinté fluide et le pédiatre prend l'enfant comme une infection néonatale. Donc, au cours de l'examen, on fait l'examen et on fait notre bilan. On est en train de faire le bilan. Donc, le prélèvement vaginal est obligatoire, notamment au niveau du cul-de-sac et au niveau de l'endocole. J'ai mis 2 fois 2, tout simplement parce que pour faire 2 écouvillons au niveau de l'endocole et 2 écouvillons au niveau de l'exocole, tout simplement parce que l'écouvillon, quand on l'utilise pour l'examen direct, peut être inexploitable pour la culture et le biologiste peut vous répondre examen direct positif, alors que la culture, on n'a pas de germe. Et on se trouve avec une discordance. Donc, le toucher vaginal, ça ne sert à rien de le faire, tout simplement parce que c'est une dame avant terme, poche rompue. Et les études ont montré qu'il y a une étude qui est un petit peu ancienne, qui a été faite par Adoni et qui a été reprise par Madar en 2018, et sur une série de patients entre 26 et 34 semaines d'aménorrhée. On a montré que la durée de latence sans toucher vaginal est beaucoup plus longue que chez les patients chez qui on a fait un toucher vaginal. Donc, automatiquement, à chaque fois quand on a une rupture prématurée on est à un âge de viabilité fœtale, l'hospitalisation s'impose automatiquement pour faire le diagnostic d'une infection intra-amniotique et éliminer les autres urgences obstétricales, notamment la protuberance du cordon, protuberance d'un membre, l'hématome rétroplacentaire. Ici, on a vraiment besoin de faire une exploration du col. L'examen au spéculum est suffisant. Si vraiment la femme est entrée en travail, on peut au spéculum voir que le col est dilaté. On peut même voir la présentation à travers. Chez notre patiente, le rythme cardiaque fœtal a montré un rythme qui est oscillant réactif avec un rythme de base de 131 battements par minute. C'est très important la surveillance électrique de ces patientes parce qu'on peut avoir à l'admission un rythme normal et par la suite, on peut avoir des décélérations. Quand je parle de surveillance électrique continue, ce n'est pas continu 24/24, mais de façon répétitive durant l'hospitalisation. Ça nous permet parfois de détecter des anomalies. Par exemple, dans le premier cas, on a des décélérations répétitives. Là, ça peut être une infection intra-amniotique, ça peut être un problème funiculaire, comme ça peut être un décollement placentaire. Là, dans le deuxième, on a des décélérations qui sont répétitives. Et là, le troisième, on a une tachycardie fœtale. On est presque à 180-190 battements par minute. Là, ça rentre généralement dans le cadre de l'infection. Et même dans le quatrième enregistrement, nous avons un rythme qui était normal, presque proche de la normale, mais après, on a une installation d'une bradycardie parfois irrécupérable. Et là, parfois, nous nous retrouvons devant des situations qui sont... La dame, elle était suivie, hein, et c'est une situation qui est évitable, mais malheureusement, on a une bradycardie qui se prolonge. Donc, l'échographie, il n'a pas d'intérêt, notamment si la patiente est bien suivie, ça ne sert à rien, sauf si pour répondre à la question l'estimation du poids fœtal et la recherche de signes de maturité. Si la patiente n'est pas suivie, à ce moment, on est amené à faire l'échographie, notamment pour voir au moins la localisation placentaire et l'estimation du poids fœtal. Donc, sur le plan biologique, le premier bilan à faire un hémogramme, notre patiente avait un taux d'hémoglobine à 11,7, des blancs à 7600, des plaquettes à 143 000, la CRP était négatif, l'examen direct des urines était négatif et le prélèvement vaginal a montré des bacilles-grammes négatifs. Donc, quel est l'intérêt d'abord à faire ça? Parce que parfois, on est un petit peu, on a des éléments trompeurs en demandant ça. Leur performance, c'est-à-dire notamment la CRP, elle est demandée pour sa valeur prédictive négative. C'est-à-dire, si on a une dame asymptomatique avec une CRP qui est négative, là, automatiquement, on élimine une infection intra-amniotique. Et
Parfois, en surveillant la dame, quand on est à un âge prématuré, on donne une corticothérapie et on refait le bilan 2 3 jours plus tard, on se retrouve avec une hyperleucocytose en rapport avec la corticothérapie qu'elle a prise. Et on dit, ah, elle est en train de développer une infection intra-amniotique. Donc là, nous nous retrouvons avec une dame qui a une IRPM à terme, avant terme, non compliquée, avec un prélèvement positif à l'examen direct. À mon sens, c'est à ce moment que commence la prise en charge ou la coopération obstétrico-pédiatrique, hein. Donc là, c'est à ce moment qu'on peut discuter éventuellement le bilan, si on peut compléter d'autres choses, le choix de l'antibiotique, est-ce que son intérêt, la tocolyse, quel produit tocolytique, la corticothérapie, les modalités de surveillance, que ce soit le versant fœtal et le versant maternel, et bien sûr discuter des modalités d'accouchement. Quand accoucher, comment accoucher, et éventuellement la préparation de la réception du nouveau-né. Donc, puisqu'on est dans un cadre d'infection, d'abord, quel est l'intérêt de l'antibiothérapie pour le nouveau-né? D'abord, déjà, avant terme, en prescrivant une antibiothérapie, on peut gagner en nombre de jours. On peut gagner en nombre de jours de latence, hein. Là, l'essai a montré que l'antibiothérapie, c'est-à-dire un bras avec antibiothérapie avec un bras placebo, on peut gagner, on a une prolongation de grossesse de 7 jours par rapport au versant où il y a le placebo, hein. Elle permet aussi la réduction des accouchements à 48 heures, à 7 jours et à 21 jours. Et un autre essai, Oracle 1, donc il y avait 2 bras, un bras où il y a l'érythromycine versus placebo et un bras amoxicilline protégé en monothérapie ou en bithérapie avec l'érythromycine versus placebo. Là, dans les études, on a toujours, au moins, on va gagner 48 heures de prolongation de grossesse. Concernant l'intérêt de l'antibiothérapie chez les nouveau-nés en matière de mortalité et morbidité néonatale, donc cet essai NICHT, on a toujours une réduction qui est significative en matière de mort fœtale in utero, de mort néonatale, de détresse respiratoire, de sepsis et d'entérocolite. Donc, pour la maman, l'antibiothérapie, elle a un rôle très important dans la réduction des infections intra-utérines. Qu'elle soit porteuse ou non du streptocoque B, donc c'est le même pourcentage de réduction. Alors que le risque d'endométrite, c'est-à-dire on ne peut pas réduire en donnant une antibiothérapie, si elle va faire une endométrite du postpartum, on ne va pas réduire le pourcentage. Donc, il y a une autre question par rapport au sulfate de magnésium. Et là, surtout aux accouchements qui sont avant 22 semaines d'aménorrhée, qui est un neuroprotecteur. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont peur de sulfate de magnésium par rapport à la détresse respiratoire, etc. Mais les études ont montré qu'il a un rôle très important par rapport à la neuroprotection. Donc, c'est-à-dire, pas uniquement au niveau de la RPM avant terme, mais dans toutes les situations où on peut avoir un accouchement imminent avant 32 semaines d'aménorrhée. Concernant la tocolyse, ça nous permet de retarder la rentrée en travail et éventuellement nous donner la possibilité de bénéficier des cures de corticothérapie. Là, on a plusieurs molécules. Là, on utilise le chef de file, ce sont les inhibiteurs calciques, que ce soit la nifedipine ou la nicardipine, par voie orale ou par voie injectable. Et on a la tocolyse prophylaxique chez les patientes en dehors du travail et la tocolyse qui est thérapeutique chez les patientes qui ont rompu et qui rentrent après en travail. Les bêta-mémitiques, on les évite tout simplement parce que on peut avoir, parmi les effets indésirables, on a une tachycardie et parfois c'est difficile de faire la part entre tachycardie maternelle en rapport avec les bêta-mémitiques ou une tachycardie en rapport avec une infection intra-amniotique. Les antagonistes de l'ocytocine, malheureusement, ils ne sont pas encore commercialisés chez nous, et les antiprostaglandines. Donc, la durée de traitement dans la littérature, c'est au moins 48 heures. Mais comme nous sommes un petit peu gourmands, on essaie de prolonger plus que 48 heures, le temps d'arriver au moins à 34 semaines d'aménorrhée, si les conditions obstétricales, maternelles et fœtales le permettent. À ce moment, au-delà de 34 semaines, ça ne sert à rien de donner des corticoïdes. Donc, notre patiente a bénéficié d'un traitement par céphalosporine 3e génération, 1 gramme x 2 par jour, 2 doses de corticoïdes par bétaméthasone, une tocolyse par voie orale par nicardipine, bien sûr avec une surveillance stricte des constantes maternelles, notamment les contractions, les BCF, l'aspect du liquide amniotique
la température, l'enregistrement cardiaque fœtal. 3 jours plus tard, la patiente est rentrée spontanément au travail. Comme on est à 34 semaines d'aménorrhée, on a déjà donné la corticothérapie, on a accepté l'accouchement par les voies naturelles qui s'est déroulé dans les délais et les suites de couches immédiates étaient simples. Donc, la patiente a accouché d'un nouveau-né de sexe masculin, Apgar Didizian, qui pesait 1980 grammes. Le pédiatre a scoré le score du boost à 34 semaines d'aménorrhée. Et le professeur Virat, tout à l'heure, va nous parler de la poursuite de la prise en charge pédiatrique. Donc, le deuxième cas, c'est une primigeste de 26 ans, de groupe O résiste positif, n'a pas d'antécédent pathologique particulier, il a un cycle régulier, sans contraception. C'est une grossesse suivie dans un cabinet de médecine générale. Il était bien suivi et l'évolution était sans anomalie sur le plan clinique, biologique et morphologique. Mais malheureusement, il n'a jamais eu de prélèvement vaginal à la recherche d'un portage chronique du streptocoque B. Il était admis à 40 semaines pour hydrorrhée remontant à 20 heures, évoluant dans un contexte fébrile. En reprenant l'interrogatoire avec la dame, il dit qu'elle avait des signes urinaires une semaine auparavant, à type de dysurgie pour la curie. Et pour elle, c'est en rapport avec la compression d'un utérus gravide et qu'elles étaient banalisées. L'examen à l'admission, elle était norme tendue, légèrement tachycarde à 89 battements par minute, fébrile à 38,5. La hauteur utérine à 32 cm, les BCF étaient positifs avec un rythme de base de 150 battements par minute. La fréquence cardiaque à 2 contractions par 10 minutes. Et au spéculum, le liquide amniotique était clair. Le toucher vaginal, parce que là, on peut la toucher, il est à terme, elle est en travail, donc il était effacé, dilaté, un doigt large, effacé à 50%. Donc, c'est une RPM à terme. Donc, la suspicion d'infection intra-amniotique est là, sur infection urinaire. Là, toujours, avant d'accoucher, la dame, il vaut mieux. Donc, moi, c'est vrai, on est juste 3 ou 4 gynécologues ici, mais il vaut mieux prévenir le pédiatre par rapport à la situation que de l'appeler, parce qu'on peut avoir des complications inévitables. Ah, c'est pas nous qui est inévitable, et elle va vous dire que c'est le gynécologue qui a la source de ce problème. Donc, l'enregistrement de rythme cardiaque était normal. Sur le plan biologique, elle a une hyperleucocytose avec une CRP positive. Et elle a un examen direct positif à l'ECB, c'est des bacilles gram négatifs. Donc, le traitement doit être débuté dès le diagnostic de l'infection, dès l'admission, par voie parentérale, une antibiothérapie qui doit d'abord concerner le streptocoque et l'Escherichia coli. Et cette antibiothérapie peut être adaptée si on a une infection documentée, c'est-à-dire qu'elle a ramené avec elle un examen cytobac montrant un Escherichia coli résistant, un prélèvement vaginal avec un germe. Donc, on peut adapter l'antibiothérapie en fonction de la situation. Donc, comment accoucher? Donc, en cas d'infection intra-utérine, il est recommandé de faire naître l'enfant. Donc, il n'y a rien à gagner en prolongeant la grossesse. Chez notre patiente, elle a accouché par les voies naturelles, en dirigeant le travail par une perfusion de syntocinon. Donc, la voie d'accouchement, il n'y a pas de preuve que la césarienne va améliorer en cas d'infection intra-amniotique le pronostic néonatal. La seule situation où on peut être amené à faire une césarienne en urgence, c'est le cas où on a un liquide méconial et un liquide purulent. Hein. Donc la césarienne elle sera réservée aux indications obstétricales, hein, notamment la souffrance, la dystocie dynamique, etc. Donc, et notre patiente a accouché par les voies naturelles d'un enfant de sexe féminin, Apgar Didizian, un poids de 3 kg, et l'examen était sans particularité. Le bilan fait H24 a montré une CRP positive. Et je laisse la parole à mon ami professeur Viral. Merci beaucoup pour cet excellent exposé.